Comme je vous l'avais annoncé, le nouvel esprit public a décidé de faire des badas d'un genre un peu particulier, c'est-à-dire des suppléments à notre conversation qui sera toujours évidemment diffusée chaque semaine et disponible à partir du dimanche à 11 heures. Ces badas essayent d'approfondir un peu la situation et de profiter de l'expérience des uns et des autres. Et pour ce premier bada, nous accueillons quelqu'un que vous connaissez déjà, si vous nous suivez, qui est Richard Verly. Richard, bonjour. Bonjour. Alors, je rappelle que vous êtes correspondant à Paris du journal Le Temps et donc que vous avez, pendant ces derniers jours, sillonné la France pour essayer de comprendre un peu ce qui se passait. Est-ce que vous pouvez nous dire un mot de l'itinéraire que vous avez suivi? Alors effectivement, à partir du 16 mars au soir, donc le lendemain du premier tour des municipales, Emmanuel Macron appelle la population à se confiner, même s'il n'utilise d'ailleurs pas le mot confinement. Et donc moi, je me dis très rapidement qu'il faut quand même aller voir ce qui se passe et ce que ça signifie sur le terrain. Évidemment, je le fais avec les moyens du bord, donc je profite de la permission qui est donnée aux journalistes de circuler plus librement que la moyenne avec la carte de presse et l'attestation professionnelle. Et mon premier déplacement, 3 jours plus tard, il a lieu en banlieue parisienne à Saint-Denis, parce que j'avais entendu dire, on m'avait expliqué qu'il y avait pas mal de problèmes avec les regroupements de gens qui ne respectaient pas le confinement dans les quartiers populaires, etc. Et donc, Philippe, pardon, je t'interromps. C'est le journal qui m'appelle. Tu me donnes une seconde? Je Oui, suis bien sûr. désolé. Je suis désolé, excuse-moi. Oui, ben Richard, vous venez d'être interrompu par votre journal. Ça me fait aussi vous poser une question, c'est que vous vous intéressez encore, vous les Suisses, à ce qui se passe ailleurs qu'à l'intérieur de vos frontières? Effectivement, il y a un grand intérêt pour, je dirais, 2 raisons. La première, c'est qu'évidemment, la France est un pays frontalier qui impacte directement la situation sanitaire en Suisse. Le canton du Tessin a été très impacté par ce qui se passe en Italie. Les cantons francophones sont très soucieux, très impactés par ce qui se passe en France, notamment, vous savez, ce qui s'est passé dans le Grand Est et dans la région de Mulhouse, frontalière de Bâle. Et il y a aussi cette solidarité, puisque la Suisse fait partie, avec l'Allemagne et l'Autriche, des pays qui ont accueilli des malades français qui ont été transférés dans différents hôpitaux. Donc, comme nous avons encore pour l'instant une situation heureusement maîtrisable en Suisse, les chiffres sont très préoccupants, mais le système de santé tient bon. Il y a encore ce regard et cet intérêt vers l'étranger que peut-être il y a moins dans des pays qui sont plus lourdement frappés et qui par conséquent ferment les fenêtres et regardent d'abord leur réalité domestique. Alors, vous avez été interrompu au moment où vous nous racontiez votre première expédition qui était en Seine-Saint-Denis. Qu'est-ce que vous y avez observé et en quoi c'était semblable ou différent à ce qu'on a entendu dire à propos de ces banlieues? Alors donc nous étions le jeudi 19 mars et à ce moment-là, la question était de voir comment ce confinement peut être respecté dans des quartiers populaires et notamment dans les fameuses banlieues françaises. Alors pourquoi j'ai choisi Saint-Denis? C'est parce que c'est une ville que je connais et qui est aussi assez symbolique. J'y suis allé là en scooter, avec le scooter qui me permet de me déplacer d'habitude à Paris, ce qui permet également des précautions d'usage parce qu'on se déplace seul, on n'est pas tributaire des transports en commun avec tous les aléas qu'on peut connaître. Et ce que j'ai découvert à ce moment-là, c'est qu'effectivement, le confinement était très diversement respecté. J'en ai fait un article d'ailleurs dont le titre était à Saint-Denis, l'impossible confinement d'une capitale, notamment parce que vous aviez dans la rue, à ce moment-là, des groupes de jeunes qui continuaient de se réunir. Et ce qui était très frappant, c'était d'une part la volonté, à l'époque, je dis bien, il y a 10 jours, des forces de l'ordre de ne pas trop intervenir parce elles n'avaient pas les moyens de se protéger, elles étaient inquiètes de commencer un affrontement qui aurait pu dégénérer. Ça, c'était très net à ce moment-là. Et l'autre chose, c'était que toute une partie de ces quartiers voulaient le confinement. Donc, il était faux de dire que ce sont des quartiers entiers qui refusaient les mesures. C'est simplement qu'il y avait diverses appréciations. Mais dans d'autres banlieues, notamment, je me souviens avoir traversé toute la Courneuve en scooter et j'avais été frappé de voir que les grandes barres d'immeubles de la Courneuve, sur les parkings par exemple, le confinement était respecté. Donc, à travers cet article, je voulais montrer la difficulté de confiner des endroits où, par ailleurs, on le sait bien, la population vit souvent dans des conditions difficiles, en particulier certaines communautés, et par conséquent, obliger ces gens à rester chez eux du jour au lendemain était manifestement un défi compliqué. D'après mes informations, ça s'est beaucoup amélioré depuis.
en particulier parce qu'il y a eu un quadrillage plus important des forces de l'ordre, mais je n'y suis pas retourné. Et alors, c'est ensuite que vous êtes allé à Montargis? Voilà, dans la foulée, l'idée était de raconter une autre réalité qui était celle des Parisiens exilés. Vous savez, on a beaucoup écrit Oui. que les Parisiens sont partis en masse vers leur résidence secondaire où ils ont été diversement accueillis. Alors, comme je n'avais pas ni les moyens ni le temps de me rendre à l'île de Ré, ce que j'aurais bien aimé, ou à l'île de Noirmoutier, je me suis contenté d'aller donc dans la région qui jouxte l'île de France, donc dans le Loiret, à Montargis, et en passant par des lieux bien connus, notamment comme Barbizon, en Seine-et-Marne, où il y a beaucoup de résidences secondaires. Et là, ce que j'ai vu, ça ne vous étonnera pas trop, Philippe, c'est des Parisiens plutôt bien accueillis, bien insérés, parce que ce sont des régions qui sont tout à fait frontalières de l'Île-de-France. Et ça m'a amusé d'ailleurs à Barbizon, une boulangère tout à fait bien masquée et protégée, qui avait mis un grand panneau devant sa boulangerie, exigeant déjà à ce moment-là que les gens ne rentrent que un par un. Et lorsque je lui ai demandé si les Parisiens se comportaient bien, elle m'a tout de suite répondu: mais monsieur, ici, les Parisiens que nous avons sont les Parisiens bien élevés. Bon, écoutez, j'en suis content pour eux, mais on s'est allé ensuite dans des régions un peu plus dramatiques et en Alsace. Voilà, alors là, donc le week-end a passé et je voulais aller dans ce Grand Est qui, comme je viens de le dire, est important pour la Suisse, cette région de Mulhouse, ce fameux cluster dont on pense qu'il a démarré avec cette réunion à la fin février de cette communauté évangélique de la Porte Ouverte à Burzwiller, dans la banlieue de Mulhouse. Et c'est là où je suis allé. Alors, comment j'y suis allé? Ça, c'est intéressant parce que pour une fois, je n'ai pas pris mon scooter, je n'y suis donc pas allé en solo, ce qui avait été le cas à Montargis, c'est encore une distance qu'on peut faire à deux roues. Je suis allé cette fois à Mulhouse par le train, donc gare de l'Est. À l'époque, il y avait encore 3-4 TGV par jour, ce n'est plus le cas actuellement, comme vous le savez. Et je me suis d'abord rendu à Strasbourg, où j'ai dû trouver le seul hôtel ouvert sur la place de la gare, alors que d'habitude, elle est remplie d'hôtels accueillants. Et de Strasbourg, j'ai pris un autre train pour aller à Mulhouse, où là, j'ai vraiment eu l'impression d'arriver un peu dans le Verdun de cette guerre contre l'ennemi invisible. Les deux villes de Strasbourg et Mulhouse totalement vides, mais vraiment totalement vides. À Mulhouse, une peur sur les visages, ce n'est pas rien de le dire, ça se sentait à la descente du train, des gens inquiets. Et quand vous montez, parce qu'il se trouve que l'hôpital Émile Muller à Mulhouse, où Emmanuel Macron intervenait le même jour, il est situé sur les hauteurs de la ville et on sentait très bien l'angoisse au fur et à mesure qu'on se rapprochait. C'était une situation très particulière parce que ce jour-là, le président de la République était présent. Il venait inaugurer l'hôpital militaire. Mais pour vous donner un détail qui était très frappant, je crois, c'est qu'alors que le président de la République s'exprimait à l'intérieur de l'hôpital, moi je ne le voyais pas, j'étais à l'extérieur de ces tentes, eh bien les soldats qui avaient été déployés en sentinelle pour patrouiller le périmètre n'avaient ni gants, ni masque, donc pas de protection. On voyait vraiment le dénuement sur cette ligne de front et on le ressentait très fortement. Est-ce qu'il y a des gens à qui vous avez pu parler ou bien est-ce que chacun essaye d'avoir le minimum de contact avec des étrangers, puisque c'était votre cas? Alors écoutez, c'est exactement le contraire. Là, je vous parle maintenant, je suis à Marseille, on va en dire un mot sans doute. Je trouve qu'en cette période, les gens parlent et ils ont plutôt envie de parler. Bien évidemment, il faut respecter les distances, c'est normal. Peut-être qu'on parle moins longtemps, mais après tout, ça évite de se dire des choses inutiles. Mais quand il s'agit de partager leurs expériences, leur vécu, pas seulement le vécu intime du confinement, mais aussi leur opinion sur cette épidémie, sur ce que ça déclenche en France, sur la manière dont les autorités ripostent, répliquent. Je trouve que les gens parlent facilement. Une chose dont je me suis rendu compte, c'est pas très étonnant, mais c'est bien de le redire, c'est qu'aujourd'hui, ceux qui sont sans doute la plus grande mine d'informations sur cette épidémie et sur le comportement social, ce sont les pharmaciens. Si vous parlez avec eux, ils vous disent beaucoup de choses parce qu'ils voient passer tout le monde. Ils sont aussi, eux, malheureusement, souvent aux avant-postes du manque de masques, du manque de gel hydroalcoolique. Ils en pâtissent beaucoup, ils en souffrent parce qu'ils sont au contact en permanence de gens qui viennent chercher des médicaments, parfois de malades du Covid-19. Mais non, je ne me suis jamais heurté au silence, bien au contraire. Et qu'est-ce que vous avez tiré de ces conversations avec les pharmaciens ou avec des gens de la rue? Alors, ça dépend des régions. Si vous prenez Saint-Denis, l'un des témoignages les plus saillants de mon après-midi de reportage, enfin
je suis arrivé aux alentours de 11 heures, j'en suis reparti vers 15 heures. C'était l'une des pharmaciennes, il y a plusieurs pharmacies dans la grande rue centrale de Saint-Denis, l'une des pharmaciennes, une préparatrice en pharmacie, qui était vraiment furieuse contre le comportement de ces jeunes qui, à quelques dizaines de mètres, étaient regroupés et qui se désespéraient de pouvoir leur expliquer qu'ils allaient devoir changer de comportement. Et au moment où elle me disait ça, sont arrivés trois jeunes qui venaient chercher, je ne me souviens plus quel médicament, qui n'avaient évidemment pas de masque et qui campaient là au milieu de leur magasin et elle était outrée. Et elle est du quartier, à l'évidence, et elle leur disait, mais jamais vos mères ne toléreraient ça, est-ce que vous allez comprendre ce qui se passe? Donc voilà un premier témoignage. Autre témoignage, c'est à Mulhouse, et je l'ai cité dans mon reportage, une vendeuse de la pharmacie de la Victoire, ça ne s'invente pas très loin de la gare, qui véritablement voyait la peur sur le visage des gens. Et elle avait devant moi, donc j'étais resté à l'extérieur, un monsieur d'un certain âge qui était là, qui était rentré à l'intérieur. Elle m'a demandé de venir et moi j'étais resté en retrait. Et elle expliquait à ce monsieur, mais n'ayez pas peur, pour l'instant vous n'avez rien, soyez tranquillisés, rentrez chez vous, on est là. Elle a même donné son numéro de téléphone portable. Donc, un peu des pharmaciens qui se retrouvent naturellement dans ce rôle d'assistant social, en quelque sorte. Tous ne le font peut-être pas, mais ceux que j'ai vus étaient clairement aux côtés de leur population et aux côtés de leurs clients. Alors vous avez ensuite fait un long trajet dans l'autre sens, puisque vous êtes allé, vous êtes d'ailleurs maintenant, au moment où nous enregistrons votre témoignage, vous êtes à Marseille. Marseille, c'est le professeur Raoult. Donc vous êtes parti à Marseille, et qu'avez-vous vu à Marseille? Vous y étiez déjà hier, et vous y avez passé la journée d'aujourd'hui. Voilà, alors d'abord, il y a eu un changement logistique important, c'est que j'ai décidé, pour des raisons, il faut bien le dire, de précaution, d'y aller en voiture. Je ne me sentais pas trop partant pour y aller à nouveau en train, d'abord parce qu'il y a moins de trains, c'est plus compliqué, il n'y en a plus qu'un seul par jour entre Paris et Marseille, et je n'avais pas envie de transiter par la gare Saint-Charles et puis par les transports en commun. Je vais vous citer une petite anecdote qui m'avait frappé quand je suis rentré de Strasbourg en train. J'étais tout seul dans le wagon de première classe du TGV en question. Donc là, j'avais toute latitude et a priori très peu de risque d'être exposé au virus dans ce wagon. Mais quand je suis arrivé gare de l'Est, descendant et sortant de la gare, il était à peu près 18 heures. C'est l'heure à laquelle les gens qui continuent de travailler à Paris et qui habitent en banlieue rentrent chez eux. Eh bien, la police française avait décidé de faire un contrôle de cette fameuse attestation. Donc, vous imaginez des gens qui rentrent chez eux stressés, qui doivent sortir de leur poche le papier en question, discuter avec les policiers. Moralité, il y avait 300 personnes de la gare de l'Est, devant la gare de l'Est. On ne savait pas comment en sortir et je dois dire que c'était ce genre d'attroupement un peu inquiétant dans ce type de situation. Donc j'ai préféré éviter de renouveler cette expérience et je suis descendu en voiture et j'ai découvert un nouveau moyen de travailler. J'ai transformé ma voiture en bureau mobile. Donc désormais, hormis les nuits que je passe à l'hôtel, je travaille, je mange, je passe mes coups de fil depuis la voiture. Et donc, alors, à quoi avez-vous occupé votre temps à Marseille depuis votre arrivée? Bon, à Marseille, évidemment, le sujet qui nous intéressait, vu de l'étranger, c'est le docteur Raoult. Alors, le docteur Raoult lui-même, nous avions eu l'occasion, notre service science, autant de décrypter sa proposition de traitement, à savoir l'hydroxyde de chloroquine. On en a fait un long article dans lequel on a donné la parole aussi bien à ses partisans qu'à ses détracteurs qui se penchent sur les effets secondaires de ce médicament et sur les risques qu'il y aurait à ce que trop de gens le prennent de manière préventive. Mais moi, je ne venais pas pour ça. Moi, je voulais voir d'abord à quoi ressemblait cet institut, à quoi ressemblait ce professeur, à quoi ressemblait son équipe et à quoi ressemblaient ces gens qui viennent, qui font la queue pendant des heures. Hein, vous en avez qui arrivent dès 6 heures du matin. Le laboratoire, lui, l'Institut du professeur Raoult ouvre ses portes à 8 heures. Donc, j'étais très curieux de voir ça. Et ce que j'ai vu, eh bien, c'est très intéressant. D'abord, il faut le répéter pour l'instant. Alors, bien sûr, ce n'est peut-être pas entièrement à attribuer au mérite du docteur Raoult, mais les chiffres du Bouches-du-Rhône et de Marseille en termes de mortalité sont nettement inférieurs à ceux du reste de la France, déjà, première chose. Deuxième chose, moi, ce qui m'a frappé, c'est l'unité de cette population. Vous savez, Marseille, vue de l'étranger, encore une fois, pardon pour les clichés et ceux qui nous écoutent, c'est une ville qui a une réputation plutôt d'incivilité, voire pire, qui est extrêmement turbulente. Eh bien, j'ai vu dans cet institut qui est coincé en quelque sorte entre l'hôpital de la Timone et la faculté de médecine, j'ai vu des gens très disciplinés,
qui attendent leur tour, qui respectent la distanciation sociale. J'ai vu une équipe du professeur Raoult très courtoise, très polie. Tout ça se passe, je ne dirais pas dans la bonne humeur parce qu'il y a de l'inquiétude, mais ça se passe bien. Et surtout, j'ai vu l'espoir. Et ça, c'est la première fois que je le voyais depuis ces journées de confinement. Ce médicament, ce traitement que préconise le docteur Raoult, il a donné l'espoir et aussi une pointe de fierté, comme si Marseille était fière d'être dans ce combat singulier, remarqué et peut-être donnant même des leçons à Paris, qui est son éternel rival. Alors, on a beaucoup parlé sur les réseaux sociaux et sur certaines chaînes d'information en continu de la cohue, de l'indiscipline que certaines vues prises en haut, au-dessus de l'Institut du professeur Raoult, auraient traduit, manifesté, etc. Est-ce que c'est la même impression que vous avez eue, celle d'une indiscipline, de gens qui rompaient avec les obligations de la distanciation sociale, etc.? Écoutez, non. Alors, depuis, ça a changé. Vous avez sans doute vu au début du confinement, il y avait ces photos de gens qui attendaient sur les marches de l'Institut. Alors, ce n'est plus le cas. Les marins-pompiers de Marseille, maintenant, font un filtrage des personnes sur la voie publique, sur le trottoir. C'est assez bien organisé. Donc, vous arrivez parce que soit vous êtes malade, soit parce que vous craignez de l'être, vous ressentez des symptômes. Et le premier filtrage est celui des marins-pompiers en tenue de protection absolue, un peu comme des scaphandriers avec leurs blouses, leurs surblouses, leurs lunettes en plastique et évidemment leur masque FFP2. D'abord, point important, cette population-là à Marseille est presque entièrement masquée. Tous les gens ont des masques dans lesquels ils respirent et qui leur permettent de se protéger. Donc, une fois que vous avez franchi ce premier seuil, vous êtes installé par les marins-pompiers dans une file d'attente où je trouvais que la distanciation était, disons, relativement respectée. 1 mètre, ce n'est peut-être pas tout à fait suffisant, mais en tout cas, le mètre, lui, est respecté. Et vous arrivez dans le rez-de-chaussée de l'Institut, de l'IHU, l'Institut hospitalo-universitaire Méditerranée Infection, où là, il y a donc des salles, enfin des guichets de tests avec, vous savez, cet écouvillonnage, comme l'on dit. Donc, on met cette sorte de coton-tige dans les 2 narines pour faire un prélèvement. Ça va assez vite, c'est très bien organisé. Vous avez des désinfectants, du gel hydroalcoolique partout et j'ai trouvé les gens extrêmement disciplinés. Lorsque moi j'y étais, ça ne m'a pas du tout donné l'impression d'être une cohue et encore moins une cohue qui serait incivile et désordonnée. Et de vos conversations avec l'équipe du professeur Raoult, puisque c'est elle que vous avez vue cet après-midi, qu'est-ce que vous retirez? Alors, j'ai croisé le professeur Raoult avec qui j'ai pu échanger quelques mots. Il sortait de l'Institut pour une réunion et ensuite, j'ai vu des membres de son équipe. J'ai parlé aussi avec des patients, j'ai parlé avec des infirmières qui avaient quitté leur service, j'ai parlé avec d'autres membres du personnel. D'abord, moi, ce qui m'a beaucoup frappé, c'est l'unité. Alors, ce n'est pas très étonnant parce que tous ces gens travaillent sous la direction de ce docteur, mais on sent la volonté de mener le combat ensemble. Et je dirais, si on avait besoin de confirmer que le docteur Raoult est un vrai chef, peut-être un chef de guerre, je l'ai eu en allant sur place. La deuxième chose, c'est que j'ai pu parler, comprendre au fond les motivations de son équipe. Et les motivations, elles sont assez simples. Elles sont conformes à ce que celui-ci, le docteur Raoult, ne cesse de répéter, à savoir que lorsque vous êtes dans une situation de crise épidémique, une crise extrêmement dure et que vous approchez en plus du pic avec la crainte de ne pas surmonter cette épidémie, vous ne pouvez pas, et il n'est pas éthique, d'appliquer les protocoles habituels de test des médicaments et des traitements. Vous vous devez de faire face à l'urgence par des méthodes urgentes. Et c'est en ceci que l'équipe justifie l'utilisation de l'hydroxyde de chloroquine. Et j'ai trouvé que c'était très convaincant. C'est d'autant plus convaincant que j'ai fait mes comparaisons. J'ai appelé 6 ou 7 médecins que l'on m'avait recommandés pour différentes raisons, dont un médecin très connu des hôpitaux de Marseille, qui m'a dit qu'il approuvait totalement la méthode, d'autant que nous parlons là d'un médicament qui n'est pas un médicament tout juste arrivé sur la scène publique, c'est un médicament très connu qui a longtemps été prescrit dans des problèmes de rhumatologie et par conséquent, on en connaît les risques d'effets secondaires, notamment par rapport à la vue. Il y a des problèmes de vue qui peuvent se poser, mais ce n'est pas du tout quelque chose qui serait sur le marché depuis peu. On sait quels problèmes il peut engendrer, on sait comment contrôler ces problèmes
Et par conséquent, comme me l'a dit une dame, et je termine mon article du jour avec cela, elle venait de recevoir les médicaments dans un petit sachet plastique, vous savez, avec l'ordonnance. Elle sortait de la pharmacie et elle disait que ceux qui préconisent pas ce traitement, qui refusent ce traitement, qu'ils viennent le dire à ces gens-là, et elle montrait du doigt les gens qui attendaient, qu'ils viennent leur dire qu'il est pire d'utiliser un médicament que tout le monde connaît plutôt que d'attraper un virus qu'on n'arrive pas à connaître et à décrypter. C'était quand même assez convaincant. Richard Verly, vous allez poursuivre votre voyage. Quelle est la prochaine étape? C'est une question que je dois discuter avec ma rédaction en chef. Je pense que je vais peut-être la rester quelques jours à Paris. Je voudrais faire un article sur le système hospitalier français. Pourquoi je voudrais faire un voyage un peu dans les hôpitaux français ces dernières années, parce que cette crise m'a permis de mettre le doigt sur un certain nombre de problèmes. Je dois vous avouer qu'en tant que correspondant en France, a fortiori, je ne suis pas spécialiste de la chose médicale, je n'arrivais pas bien à comprendre le problème de l'hôpital. Je comprenais bien sûr les problèmes des soignants, le problème de rémunération, je voyais des plaintes s'accumuler, je voyais aussi que le gouvernement français déboursait beaucoup d'argent et je n'arrivais pas à faire le lien entre tous ces éléments. Et là, je crois que je le fais beaucoup mieux. C'est-à-dire qu'au fond, et ça on me l'a dit encore aujourd'hui à Marseille, la difficulté c'est que dans ces hôpitaux, on a oublié les médecins. On a oublié la chose médicale elle-même. On a oublié la vocation première des hôpitaux publics, je parle, qui est de soigner, mais aussi de former. Ce doit être quand même non seulement des citadelles de la santé, mais aussi des citadelles du savoir médical et de la transmission médicale. Eh bien, ça semble avoir été beaucoup oublié. On a multiplié, me dit-on, et il faudra que je le vérifie, les couches administratives, on a multiplié les régulations et petit à petit, on a découragé ce personnel qui, en plus étant mal payé, a décidé soit d'aller dans le privé, soit carrément de faire autre chose. Et c'est cette crise de l'hôpital que j'arrive mieux à comprendre maintenant, alors qu'elle est mise en évidence par cette épreuve du coronavirus. Richard, merci de ce témoignage. Bon retour et à bientôt dans une de nos prochaines émissions. Avec grand plaisir et merci Philippe.